Salut tout le monde. Et oui, j'ai coupé mes cheveux. Dans ce nouvel épisode, on s'attaque à du très lourd avec un des personnages les plus importants de l'histoire égyptienne, Cléopâtre VII. Oui, j'ai bien dit Cléopâtre VII, parce que pour ceux qui l'ignorent, déjà, vous êtes sur la bonne chaîne, eh bien sachez que la Cléopâtre, l'amante de Jules César, qui a été incarnée par Liz Taylor au cinéma, etc., eh bien c'est la Cléopâtre septième du nom. Il n'y a donc pas eu qu'une seule Cléopâtre, mais celle-ci est évidemment la plus importante, la plus célèbre, et celle dont la vie a le plus marqué l'histoire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je remercie très chaleureusement mon amie Virginie Joliton, docteur en égyptologie et spécialiste de Cléopâtre. Elle m'a beaucoup aidé à écrire le script en corrigeant les approximations et en ajoutant plein d'infos très intéressantes, donc un grand merci à elle. Paradoxalement, malgré la notoriété incroyable de Cléopâtre, les sources qui nous renseignent sur sa vie sont assez dispersées. D'abord, les sources égyptiennes sont quasiment inexistantes. Il faut donc souvent s'en remettre aux historiens romains, dont la plupart ont vécu plusieurs dizaines d'années après la mort de Cléopâtre. Je reviendrai sur ces auteurs à la fin de la vidéo lorsqu'on traitera de la postérité de la reine. Parmi les quelques sources contemporaines de son règne, nous pouvons citer Tite-Live et Cicéron, des politiciens et historiens romains ayant vécu principalement au 1er siècle avant notre ère. Mais bien qu'ils aient vécu en même temps que Cléopâtre, leurs témoignages se concentrent essentiellement sur une chose, reprise par la suite par beaucoup d'auteurs, la relation de la reine avec Jules César et avec Marc-Antoine. Marc-Antoine s'oubliant dans les plaisirs auprès de Cléopâtre. Ces désastres funestes doivent lui être entièrement imputés, parce qu'il ne voulait pas prendre ses quartiers d'hiver, entraîné qu'il était par son empressement à rejoindre Cléopâtre. Je déteste la reine. Ammonius sait que j'ai le droit de la détester. Quant à la superbe de la reine en personne, lorsqu'elle résidait dans ses jardins de la rive droite, je ne peux l'évoquer sans une vive douleur. Comme on le voit, la réputation de Cléopâtre auprès des Romains n'était pas excellente. Et on va voir tout au long de cette vidéo pourquoi la reine a souffert de cette réputation. Cléopâtre naît en -70 ou -69 à Alexandrie, en Égypte. Oui, je préfère préciser parce que des Alexandries, il y en a eu quelques-unes quand même. Le père de Cléopâtre est Ptolémée XII Aulète, 12e roi de la dynastie dite Lagide, ou ptolémaïque. La dynastie Lagide est la dernière avant que l'Égypte ne devienne une province de l'Empire romain. On en reparlera par la suite. On appelle cette dynastie Lagide parce qu'elle est issue d'un général d'Alexandre le Grand, dont le père était nommé Lagos. Ce général, pour sa part, s'appelait Ptolémée, comme ses successeurs, d'où le nom de période ptolémaïque. La mère de Cléopâtre est inconnue. Il pourrait s'agir d'une concubine du roi, peut-être égyptienne, mais cela n'est qu'une hypothèse. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier que Cléopâtre est avant tout une reine d'origine macédonienne, et non égyptienne. Même si sa mère s'avérait être une égyptienne de l'entourage du roi, Cléopâtre resterait avant tout macédonienne, de par son ascendance paternelle. Cléopâtre accède au trône d'Égypte en -51. Elle a alors environ 18 ans. La situation est alors très mauvaise pour l'Égypte. Problèmes économiques, pertes territoriales, complots, corruption très avancée, etc., etc. Son père, Ptolémée XII Aulète, n'était pas très populaire, et il a même eu besoin de Rome pour retrouver son trône après un coup d'État qui l'avait renversé. Bérénice IV, sœur de Cléopâtre et reine après ce coup d'État, fut d'ailleurs assassinée par Ptolémée XII en châtiment. Bref, autant dire qu'à son arrivée sur le trône, Cléopâtre ne trouve pas un pays très serein et en bonne forme. Très tôt, Cléopâtre doit partager le pouvoir avec son frère Ptolémée XIII, tous les deux étant désignés héritiers de l'Égypte dans le testament de leur père. Aucune source officielle ne parle de mariage, mais ils s'associent pendant un temps, tout en continuant de s'affronter pour le pouvoir exclusif. Ptolémée XIII finit d'ailleurs par prendre le dessus grâce à ses alliés, et Cléopâtre doit s'exiler quelque temps. J'y reviens très bientôt. Après environ 15 ans de règne, Cléopâtre développe sa titulature et devient alors Cléopatra Thea Neothera Philopator Philopatris, ce qui signifie littéralement « déesse nouvelle, celle qui aime son père et qui aime sa patrie ». Cléopâtre possède donc une titulature en grec, ce qui est logique au vu de ses origines, et une titulature en égyptien, ce qui est normal pour une reine d'Égypte. Cléopâtre possède ainsi un nom d'Horus qui grandit tout au long du règne de la reine.
On y retrouve divers éléments tels que l'Horus femelle, grande maîtresse de perfection, excellente en conseil, la très grande, image de son père, etc. Et oui, j'ai bien dit Horus femelle, car le nom d'Horus de Cléopâtre fut féminisé. Ce fut également le cas d'autres titres comme celui de reine de Haute et Basse-Égypte, alors que d'habitude on parle plutôt de roi, même lorsqu'il s'agit d'une femme. Si ça c'est pas du girl power franchement. Le nom Cléopâtre est également transcrit en hiéroglyphes, et il fait d'ailleurs partie des noms qui aidèrent Champollion à déchiffrer l'écriture hiéroglyphique, même s'il s'agit en l'occurrence d'une autre Cléopâtre. Bien qu'on connaisse peu de choses sur la politique même de Cléopâtre, ce qui est certain c'est qu'elle veut redonner à l'Égypte sa gloire passée, tant du point de vue militaire que politique, religieux, économique, etc. La reine s'attache donc à réaliser les rites anciens, à protéger le panthéon et les cultes locaux en général, et elle lance toute une série de constructions et de rénovations dont on parlera un peu plus tard. L'un des éléments les plus connus à propos de Cléopâtre est sa prétendue beauté, qui lui aurait conféré un pouvoir de séduction incroyable. Toutefois, on ne possède que très peu d'éléments pouvant nous renseigner sur le véritable physique de la reine. Sur les monnaies par exemple, on observe un physique peu avantageux avec un nez proéminent. Ce nez est même passé à la postérité et a fait dire à Blaise Pascal, un savant du XVIIe siècle, « Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé. » Mauvais caractère, mais joli nez. Très joli nez. Je vous emmène chez moi. Les autres représentations de Cléopâtre sont totalement stéréotypées, et elles ne nous donnent que très peu d'indices quant à l'allure même de la reine. Les représentations égyptiennes respectent ainsi les codes habituels de l'iconographie, comme dans les temples de Dendera et de Coptos par exemple. Les statues grecques, pour leur part, montrent également des traits typiques des souverains grecs, coiffures et accessoires comme le bandeau, traits du visage classique, etc. Quelques représentations peuvent être considérées comme mixtes, mais elles sont peu nombreuses et donnent peu d'informations. Un détail intéressant est la coiffe égyptienne à 3 oreilles, ces serpents dressés. On ne sait pas exactement à quoi correspondent ces 3 serpents, mais il est possible que cela renvoie à la triade que forment Cléopâtre avec Jules César et leur fils Césarion, les 3 personnages étant alors associés à Isis, Osiris et Horus. Il est aussi possible que ce trio renvoie à une souveraineté multiple entre l'Égypte et la Syrie, ce qui serait cohérent avec la titulature de la reine vue précédemment. L'autre caractéristique principale concernant Cléopâtre est son don pour les langues en général. J'avoue, elle était facile celle-là. La vanne, hein, pas la reine. Enfin... En effet, les différents auteurs s'accordent à dire que la reine était polyglotte, et qu'elle parlait, en plus du grec, l'égyptien, l'hébreu, l'araméen, le parthe, peut-être le latin, et peut-être encore d'autres. L'égyptien peut paraître évident pour une reine d'Égypte, mais en réalité, aucun autre souverain lagide ne parlait l'égyptien, d'où les rumeurs sur une potentielle mère égyptienne de Cléopâtre. Quoi qu'il en soit, même les détracteurs de la reine comme Plutarque s'accordent à lui donner une grande intelligence, ce qui a renforcé l'aura de fascination autour de la reine. J'ai indiqué tout à l'heure qu'à son avènement, Cléopâtre partage le trône avec son frère Ptolémée XIII. Toutefois, lorsqu'elle est défaite par celui-ci, elle doit s'exiler en Syrie. Elle est alors remplacée par sa sœur, Arsinoé IV. C'est Jules César qui fit revenir Cléopâtre en Égypte en -48 pour tenter de la réconcilier avec Ptolémée. Mais après un bref retour du binôme sur le trône d'Égypte, la situation redevient explosive. Un conflit finit même par se déclencher, et César est assiégé dans son propre palais à Alexandrie par les hommes de Ptolémée. Les Romains parviennent à lever le siège en -47, et Ptolémée XIII est retrouvé noyé dans le Nil. On est d'accord, un roi qui meurt noyé par accident dans le Nil pendant une bataille, ça fait louche. C'est à ce moment-là que la bibliothèque d'Alexandrie, en tout cas une partie de la bibliothèque, subit un violent incendie. Mais ça, j'en parlerai plus tard dans la série consacrée aux monuments d'Égypte. Bref, Cléopâtre retrouve le trône qu'elle partage avec un autre frère, Ptolémée XIV. Mais Cléopâtre prend très vite le dessus et relègue son frère à un rôle mineur dans la gouvernance du pays. Il est probable que Jules César et Cléopâtre aient entamé leur liaison amoureuse à ce moment-là, liaison qu'ils entretiennent jusqu'en -44 à l'assassinat de Jules César. Cléopâtre est d'ailleurs à Rome lors de l'assassinat, César l'ayant invité avec son frère Ptolémée. Les écrits critiques de Cicéron et Pline l'Ancien dateraient d'ailleurs de cette visite à Rome, de même que certaines caricatures obscènes sur des lampes à huile. Oui, c'est bien ce que vous pensez. Je ne fais pas de description. Je sais qu'il y a des enfants qui regardent. Cléopâtre et Jules César eurent un fils, Césarion.
On ne connaît pas la date de naissance exacte de Césarion, qui se situe entre -44 et -47. Quoi qu'il en soit, Cléopâtre l'a très tôt élevé au rang de roi, trônant à ses côtés, ce qui est logique vis-à-vis du caractère duel de la monarchie lagide. Césarion est ainsi représenté dans différents temples d'Égypte. C'est le cas à Hermante, dont le Mamizi est aujourd'hui ruiné, à Coptos, dont on dispose de plusieurs fragments, à Edfou, où Césarion est protégé par Horus, ou encore à Dendera, où il est accompagné de sa mère. 44 avant notre ère n'est pas seulement l'année de l'assassinat de Jules César, mais aussi l'année où Cléopâtre fait tuer son propre frère Ptolémée XIV afin de régner seul sur l'Égypte avec Césarion comme héritier. Arsinoé IV, la sœur de Cléopâtre qui l'avait remplacée lors de son exil, est elle aussi assassinée en -41, afin d'assurer à Cléopâtre la mainmise sur toute l'Égypte, si l'on accepte l'influence de Rome, bien sûr. L'autre grande histoire d'amour de Cléopâtre fut celle qu'elle entretint avec le Romain Marc-Antoine. Après l'assassinat de César, Rome connut une période d'instabilité, qui prit fin lorsque Marc-Antoine, Octave et Lépide vinrent à bout des républicains et prirent le contrôle de la vie politique romaine. Antoine se vit confier les territoires orientaux et dut donc traiter avec Cléopâtre pour maintenir une alliance forte. C'est lors de ces tractations que la reine aurait séduit le Romain à grand renfort de mobilier de luxe, de bateaux fastueux et d'immenses banquets. Cléopâtre et Marc-Antoine eurent 3 enfants. Des jumeaux, Alexandre Hélios, le Soleil, et Cléopâtre Sélénée, la Lune, et Ptolémée Philadelphe, le petit dernier. On ne sait pas avec certitude si Cléopâtre et Marc-Antoine se marièrent, mais ce qui est sûr, c'est que leur relation était en plusieurs points problématique. En effet, Marc-Antoine est alors marié à la sœur d'Octave, Octavie. Antoine s'attire donc les foudres de son partenaire, du Sénat, et au fond de Rome, puisque la bigamie y est vivement rejetée. Si l'on ajoute à ça qu'Antoine a célébré ses triomphes à Alexandrie et non à Rome, qu'il a donné à Cléopâtre la souveraineté sur plusieurs territoires et qu'il a désigné leurs enfants comme successeurs, tout est réuni pour créer un conflit majeur avec Rome. Pour couronner le tout, Octave envoie sa sœur retrouver son mari à Alexandrie en -35, mais Marc-Antoine refuse de la voir venir et lui ordonne de rentrer à Rome, alors qu'elle est en chemin. Octave voit cela comme une humiliation et déclare la guerre à Antoine qu'il bat définitivement lors de la fameuse bataille d'Actium en -31, notamment grâce au brio de son général Agrippa. Alors qu'Antoine est vaincu en Grèce, Cléopâtre rentre à Alexandrie pour ne pas voir sombrer toute sa flotte dans ce désastre. Marc-Antoine la rejoint peu après la défaite. L'étiquette d'ennemi de Rome apposée sur Cléopâtre prend alors de l'importance et une vaste campagne de dénigrement est lancée à l'encontre d'Antoine et de la reine. Campagne de dénigrement dont on parlera par la suite. On connaît peu de choses sur la politique précise que Cléopâtre mit en place durant son règne. Ce qu'on sait, c'est qu'elle entretint une alliance militaire très forte avec Rome, notamment avec les troupes de Marc-Antoine. Grâce à cette alliance, l'Égypte ptolémaïque récupère une importante part de ses territoires perdus pendant les périodes de troubles, notamment en Asie mineure. Cléopâtre en récupère le contrôle par la même occasion, comme à Chypre. C'est d'ailleurs ce retour d'une certaine gloire égyptienne, associé à la relation entre Antoine et Cléopâtre, qui forme les premiers ingrédients de la guerre entre les deux Romains. En dehors de l'aspect militaire, Cléopâtre fut très respectueuse des rites et des traditions égyptiennes. On le voit notamment dans les représentations de Césarion comparé à Horus, ou encore dans celles de César et Cléopâtre comparées à Isis et Osiris. J'en ai parlé un peu plus tôt. En plus de cela, Cléopâtre initia toute une série de constructions et de rénovations de monuments égyptiens majeurs. Elle continua par exemple la construction du temple de Dendera, fit restaurer les temples de Komombo et de Médamoud, fit ériger le Mamizi d'Hermante, ou encore le Césaréum d'Alexandrie. Ce Césaréum ne fut jamais terminé et il n'en reste quasiment rien aujourd'hui. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Tout ce qu'on sait, c'est que Cléopâtre fit déplacer les obélisques du temple de Ré d'Héliopolis jusqu'à Alexandrie. C'est pourquoi on les connaît aujourd'hui sous le nom d'aiguilles de Cléopâtre, bien qu'ils aient été sculptés sous le règne de Thoutmosis III, au Nouvel Empire, soit 1400 ans auparavant. Après la bataille d'Actium, Octave se rendit à Alexandrie pour traiter avec Cléopâtre quant à la suite des événements. À Alexandrie, justement, court une rumeur qui dit que Cléopâtre serait morte. Marc-Antoine, entendant cette rumeur, désespéré, se suicide.
Il laisse donc Octave prendre possession de la ville en débarquant sans opposition. Toutefois, la rumeur s'avère être fausse et Cléopâtre, en apprenant le suicide d'Antoine, met fin à ses jours le 12 août-30, après avoir refusé de traiter avec Octave. La légende, largement reprise dans l'art par la suite, prétend que Cléopâtre se serait laissé mordre à la poitrine par 2 serpents afin de s'empoisonner. Voici le récit qu'en fait Plutarque dans sa vie d'Antoine. Après le dîner, Cléopâtre cacheta une tablette contenant une lettre pour Césarion et la lui fit parvenir. Puis elle congédia tout le monde, excepté ses 2 femmes de chambre, et s'enferma dans son appartement. Quand Césarion eut décacheté la tablette, il comprit tout de suite la situation par les vives prières que Cléopâtre lui adressait au sujet de son enterrement auprès d'Antoine. La mort de Cléopâtre fut rapide, car les émissaires de Césarion, accourus au plus vite, trouvèrent les gardes à leur poste qui n'avaient eu vent de rien. Ils forcèrent alors les portes et découvrirent Cléopâtre sans vie, couchée sur un lit d'or et vêtue de ses atours royaux. De ses 2 servantes, l'une, nommée Iras, agonisait à ses pieds. L'autre, qui s'appelait Charmion, déjà accablée par l'approche de la mort et pouvant à peine se soutenir, lui arrangeait encore le diadème sur le front. L'un des gens de Césarion, l'ayant interpellé en ces termes, « Voilà qui est beau, Charmion !» Elle répondit, « Oui, très beau en effet, et digne d'une reine issue de tant de rois. » Après quoi elle tomba morte au pied du lit. On ne sait pas quelle fut la réaction d'Octave face à ce double suicide, mais il semble qu'il n'ait pas essayé de l'empêcher. Toutefois, impliqué ou non, il est probable qu'Octave aurait aimé traîner Cléopâtre derrière lui lors de son triomphe, comme cela se faisait beaucoup avec les vaincus, et le suicide de la reine lui a sans doute enlevé une bonne part de son plaisir. Cléopâtre aurait été enterrée dans le même tombeau que Marc-Antoine, mais cette tombe reste encore introuvable aujourd'hui. Je sortirai d'ailleurs bientôt un petit hors-série sur une légende qui veut que Cléopâtre soit enterrée en France. La dynastie Lagide s'éteint ainsi avec Cléopâtre VII, mettant fin à la période ptolémaïque. L'Égypte perd alors le peu d'indépendance qui lui restait et devient une province de l'Empire romain, sous autorité d'Octave qui devient alors Auguste. Les enfants de Cléopâtre connaissent un sort varié. Césarion est assassiné par Octave, et les enfants de Cléopâtre et Marc-Antoine sont élevés par Octavie, l'ex-épouse d'Antoine. Seule Cléopâtre Sélénée conserva un peu d'importance en devenant reine de Maurétanie après son mariage au roi local. Cléopâtre est sans aucun doute l'une des femmes les plus célèbres de l'histoire, toute civilisation confondue. Tout le monde a déjà entendu au moins une fois le nom de cette reine dont la postérité est assez ambivalente. D'un côté, on trouve toute une tradition qui fait de Cléopâtre une reine vénale, nymphomane et assoiffée de pouvoir. C'est le cas chez de nombreux auteurs romains comme Dion Cassius dans son histoire romaine. Tombé amoureux de Cléopâtre qu'il avait vue en Cilicie, il n'eut plus aucun souci de son honneur, devint l'esclave de l'égyptienne et consacra tout son temps à son amour. Cette passion lui fit commettre beaucoup d'actes insensés, jusqu'à ce qu'il fût complètement anéanti. Il parut avoir perdu la raison sous l'influence de Cléopâtre, après des pratiques de sorcellerie. En effet, elle fascinait non seulement Antoine, mais aussi les autres Romains qui avaient du pouvoir auprès de lui, et elle les attachait à elle par un charme si puissant qu'elle pouvait espérer régner même sur les Romains. C'est encore plus explicite chez Pline l'Ancien, qui la traite dans son histoire naturelle de putain couronnée, ou encore sous la plume d'un auteur anonyme qui dit qu'elle était si belle que beaucoup d'hommes achetèrent de leur vie la faveur de passer une nuit avec elle. Elle était si perverse que souvent elle se prostitua. Lucain, enfin, dans la Pharsale, parle de l'incestueuse fille des Ptolémées. Par la suite, beaucoup d'écrivains ont fait de Cléopâtre un personnage majeur de leurs œuvres, la décrivant tantôt comme une reine intelligente et soucieuse de son peuple, tantôt comme une séductrice dangereuse et une redoutable politicienne. On la retrouve ainsi chez Shakespeare, Théophile Gautier, Anne Rice, Christian Jacques, et même dans un album d'Astérix bien connu. La peinture et la sculpture ne sont évidemment pas en reste, notamment en ce qui concerne les tableaux représentant la mort de la reine. Le chavon de Cléopâtre. Cléopâtre est enfin particulièrement présente au cinéma, le plus souvent incarnée par de très belles actrices, renforçant ainsi l'idée de femme fatale que l'on se fait généralement de la reine. Ce fut le cas de Claudette Colbert dans le film de Cécile B. DeMille, Cléopatra, de Vivien Leigh dans le film de Gabriel Pascal, César et Cléopâtre, de Liz Taylor dans le très célèbre film Cléopâtre de Joseph Mankiewicz,
ou encore, plus récemment, de Monica Bellucci dans l'adaptation par Alain Chabat d'Astérix chez Cléopâtre. Je pourrais continuer encore longtemps tant Cléopâtre a inspiré les écrivains et artistes divers depuis des millénaires, mais je pense qu'il est maintenant temps de conclure. En résumé, bien qu'on connaisse mieux la vie personnelle de Cléopâtre que sa vie politique, elle n'en reste pas moins l'une des reines les plus célèbres de l'histoire, véritable icône de pouvoir féminin et, bien qu'on puisse en douter, une beauté fatale. L'histoire de Cléopâtre est au fond autant liée à l'Égypte qu'à Rome, et c'est pourquoi on peut difficilement traiter l'une sans traiter l'autre. C'est pourquoi j'ai dû faire quelques petits détours par la République romaine. Cet épisode est maintenant terminé, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager la vidéo, ça m'aide beaucoup et ça me fait très plaisir. La prochaine fois, suite au sondage que j'avais fait sur les différents réseaux, on traitera de l'Égypte ancienne dans la musique, et plus précisément dans le rap et le R&B. And if you wanna go downtown, you might as well roll with a real hitter. I'm not talking about them. Anything, of anything, and everything. Make me your Aphrodite. Devant les pyramides, les portes de l'école s'ouvrent. À la prochaine!